Et je voulais remercier avant toute chose la professeure Leclerc, Olive Leclerc, et le comité d'organisation de ce séminaire pour m'avoir invité. D'autant plus que je ne suis ni spécialiste de la tricontinentale, ni que j'ai participé directement aux événements. J'étais encore un adolescent. Mais il se trouve que, par l'histoire de mon pays, la proximité avec Cuba, mais aussi l'histoire personnelle de ma famille, dont j'ai eu mes cousins engagés dans la lutte de guérilla, en particulièrement Adrien Sassaric, qui a été avec le Tché au Congo, de l'expédition du Congo, et qui est mort dans la guérilla en Haïti dans la fin des années 60, ainsi que son frère. Et pour moi, j'ai tout de suite accepté cette proposition de venir à ce séminaire parce que je sentais un besoin fondamental d'y être. J'ai eu des larmes aux yeux quand Mme Leclerc-Olive m'a proposé de venir parce que je sentais un vide immense entre les générations qui risquait de nous coûter un prix exorbitant dans les jours à venir. Effectivement, avant de commencer sur la tricontinentale comme telle, nous connaissons aujourd'hui un phénomène de recolonisation dans les formes les plus brutales. Le professeur vient d'indiquer ce qui se passe en Afrique dans les mines, mais ça se passe de façon générale. Et toutes les batailles qui sont menées par l'impérialisme américain et les autres, c'est de se reprendre les ressources qui leur ont échappé, en particulièrement au Venezuela, au Mexique, au Brésil, en Argentine et dans bien d'autres pays. Et face à ça, nous avons une décomposition politique généralisée dans l'ensemble des pays de la planète. Et c'est pour cette raison qu'il est absolument nécessaire de comprendre la portée de ce qui s'est passé en janvier 1966 à La Havane, mais aussi les insuffisances, les déviances, mais aussi les points forts de cette conférence qui a permis de développer la solidarité entre les trois continents, une solidarité absolument vitale. Je crois que c'est Tché qui disait que la solidarité entre les peuples, c'est la tendresse. La solidarité, c'est la tendresse des peuples. C'est-à-dire cette façon de s'aider mutuellement. La conférence tricontinentale qui se passe en janvier 1966 à La Havane est précédée par toute une série de conférences, dont la conférence de Bandung, les pays asiatiques. Mais je crois qu'il faut plus accentuer dès le départ les phénomènes qui sont en cours après la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale qui a vu une hécatombe. En fait, des générations ont été fauchées, des millions de jeunes dans l'ensemble des pays d'Europe, mais aussi en Afrique du Nord, en Asie, ont été fauchés par la guerre, par la barbarie. Et à la sortie de cette guerre, beaucoup de soldats, qui ont participé dans les troupes coloniales à la mise à bas du Troisième Reich, se retrouvent chez eux maintenant dans une situation inconfortable. D'avoir lutté pour protéger la France, l'Angleterre, la Belgique et d'autres, et aujourd'hui se retrouver dans la même situation antérieure, c'est-à-dire d'être des sujets, d'être des opprimés dans leur propre pays. Donc tout un processus commence à se mettre en place, et il faut rappeler Sétif en 1945, mais aussi il faut rappeler le massacre de Madagascar entre 1947 et 1948, qui a eu selon l'estimation, entre 11 000 et 100 000 morts dans le cas de Madagascar. Et il faut aussi rapidement souligner les processus en cours en Asie, en particulier la guerre de Corée de 1950 à 1953, le Vietnam, Dien Bien Phu en 1954,
Et en Amérique latine, il y a un processus puissant qui se remet en branle avec la révolution bolivienne de 1952, suivie du Guatemala en 1954, l'attaque de Moncada en 1954, ensuite, triomphe de la révolution cubaine en 1959. Vous avez tout un processus qui est en cours et qui se rapproche de plus en plus des côtes américaines. Cuba est à 80 000 de la Floride. C'est un processus puissant qui se développe et c'est dans ce cadre de triomphe de la révolution cubaine que se passe la conférence tricontinentale, bien sûr, qui fait suite à Bandung, à Mochi, à Vinba, à toute une série de conférences entre les pays asiatiques et les pays africains, récemment indépendants ou en cours de combat pour l'indépendance. La conférence tricontinentale a des caractéristiques tout à fait particulières. Elle n'est pas, comme Bandung, une rencontre de chefs d'État uniquement. Elle est une rencontre de l'ensemble des forces luttant contre l'impérialisme, contre le colonialisme et contre le néocolonialisme. C'est la fusion entre les combats de l'Asie, l'Afrique, mais aussi de l'Amérique latine, dont la plupart des pays sont déjà indépendants depuis le 19e siècle, mais qui sont sous la coupe directe des États-Unis à travers les valets locaux. Et à l'époque, la plupart des régimes étaient des régimes autoritaires et militaires. On se rappelle de Stroessner au Paraguay, Somoza, Nicaragua, et l'ensemble du Brésil, d'Argentine, tous sous la botte des dictatures militaires féroces et sanguinaires. Cette conférence se passe donc à La Havane en janvier 1966. Elle fait suite à quelque chose d'essentiel, qui est la victoire des Cubains sur l'intervention américaine de la baie des Cochons de 1961. Il y a peu de pays qui ont résisté à l'intervention américaine, sinon presque pas. La Guatemala s'est effondrée. Bien d'autres pays se sont effondrés au moment des interventions ou des assassinats des dirigeants. Cuba a su tenir le coup et sort victorieuse d'une bataille acharnée qui va durer 72 heures et l'intervention américaine à travers les anticastristes et avec ceux qui ont participé à la guerre civile en Guatemala, donc la destruction de la révolution guatémalenne en détruisant Jacobo Arbenz, qui était le principal dirigeant. Cuba sort avec un prestige immense, non seulement dans l'Amérique latine, mais en Afrique et aussi en Asie. Et à partir de ce moment, il y a comme une nouvelle dynamique qui se met en place. Et en plus de cela, Cuba va apporter une autre chose qui va faire la liaison. Vous avez une bataille contre l'impérialisme, contre les néocolonialistes et autres, mais Cuba est en train d'instaurer à sa manière le socialisme. Donc vous avez déjà un choix nouveau qui s'opère et qui ne se fait pas directement sous la botte de l'Union soviétique et de la Chine, indépendamment de que chacun puisse penser. Excusez-moi mon français, j'ai perdu l'habitude de parler français. Je parle plus créole. Je suis un grand défaut. C'est même la vérité. Donc cela se passe dans ce moment difficile de l'histoire où les rapports sont en train d'être modifiés à l'échelle internationale. L'impérialisme américain, les puissances européennes sont tous confrontés à un processus volcanique dans l'ensemble des continents, sans compter les problèmes intérieurs à ces pays, comme mai 68 et d'autres vont le montrer. Ce qui passait à Cuba, comme disait la professeure, il est absolument important de rappeler au moins le rôle qu'a joué certains dirigeants, en particulier le rôle qu'a joué Mehdi Ben Baka, Ben Bella, mais aussi Cabral et d'autres. Mehdi Ben Baka a joué un rôle essentiel à la conférence de Mochi,
puisque c'est à cette conférence que Fidel Castro envoie l'invitation de cette conférence à La Havane pour le 7e anniversaire de la révolution cubaine. Et c'est Béni Ben Barka qui va appuyer à fond cette proposition et qui va amener l'ensemble des leaders des pays africains à suivre ce processus. Bien entendu, je crois que ce livre en parle particulièrement, c'est un ancien spécialiste des services secrets, je crois. Cette décision de La Havane de convoquer la rencontre va provoquer une lutte acharnée contre ce processus à tous les niveaux, au niveau politique, mais aussi au niveau des services secrets, au niveau des assassinats, au niveau des coups d'État et au niveau des pressions pour empêcher que les différents dirigeants des organisations de masse se rendent à La Havane. Mais il faut comprendre aussi qu'on n'était pas dans cette période. Il n'y avait pas une facilité de communication comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de cellulaires. Il y a de grandes difficultés de communication entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine, d'autant plus que chaque pays est plutôt orienté vers sa métropole, son ex-métropole. Je dois aussi souligner, avant de passer au contenu même de la conférence, je dois souligner ce qui se passe en 1965 à Saint-Domingue. Nous avons un processus général qui se met en place dans l'ensemble des pays, mais surtout en Amérique latine, qui se rapproche des États-Unis. En plus de Cuba, il y a une situation révolutionnaire à Saint-Domingue qui va provoquer l'intervention américaine le 28 avril 1965. Cela fait suite à une intervention, un coup d'État militaire fait par les forces pro-Bosch, de Juan Bosch, élu président, mais déchu par un coup d'État militaire. Et la situation prend une proportion extraordinaire dans la mesure où ce n'est pas seulement une partie de l'armée dominicaine qui prend position pour Bosch, les officiers progressistes, mais les militants, la population rentrent dans la bataille. Et je dois rappeler le nom d'un Haïtien, de deux Haïtiens qui ont pris l'arsenal de Saint-Domingue, Gérard Lafontaine et Fred Baptiste, qui mourra dans la guérilla de Jacmel par la suite. Ils ont pris d'assaut l'arsenal de la capitale et distribué les armes à la population. Vous avez un processus beaucoup plus général qui s'enclenche et ça provoque tout de suite l'intervention américaine le 28 avril 1965. Les Américains font l'intervention militaire, mais ils laissent la partie idéologique des justifications politiques à l'OEA et au Conseil de l'OEA, qui fait une déclaration terrible sur ce qui se passe à Saint-Domingue, où il dit que les nations américaines, sud-américaines et centra-américaines, pour mieux comprendre, n'accepteront jamais que les communistes, en plus de Cuba, s'accaparent de Saint-Domingue. Ils vont mettre tout l'ensemble des armées de l'Amérique latine, bien entendu, comme supplétifs aux côtés des États-Unis, en particulier le Brésil, le Guatemala et autres vont intervenir à partir de Saint-Domingue. La conférence de La Havane va prendre des résolutions d'une importance capitale. Elle va prendre une résolution de solidarité avec les Afro-Américains pour les droits civiques. Les Américains, les Afro-Américains, totalement isolés par l'histoire, vont pour la première fois avoir accès à la solidarité internationale. Elle va prendre une résolution sur l'apartheid pour l'Afrique du Sud, condamnant l'apartheid, mais demandant que s'organise la solidarité vis-à-vis de l'ANC, la SWAPO de Namibie, mais aussi des autres organisations et des pays de la ligne, comme on disait à l'époque. Elle prend aussi une résolution
sur la Palestine. Si on a avancé sur les deux premiers points, le troisième reste une épine douloureuse dans les pieds de l'humanité, c'est le cas de la Palestine. Je crois qu'ils vont prendre aussi des résolutions sur le combat contre le colonialisme, y compris militairement, de porter l'appui à l'Angola, à Mozambique, Cap-Vert, Guinée-Bissau et d'autres pays comme la Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, etc. La conférence de La Havane pose une chose plus fondamentale, c'est commencer à voir comment on va construire les rapports à l'intérieur des sociétés libérées, mais aussi entre ces différents pays. Elle n'est pas arrivée au bout de cette discussion, mais elle l'a ouverte. Elle a essayé de dégager les voies, les moyens, les objectifs d'une conférence de solidarité permanente. Et l'OLAS, l'Organisation latino-américaine de solidarité, est une conséquence directe de la tricontinentale. Effectivement, l'ensemble de ces conférences ne vont pas avoir de suivi organisé au même niveau. La conférence tricontinentale ne va pas se réunir de nouveau. Il faut comprendre que la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, l'ensemble des pays dirigés par les valets des États-Unis s'opposent fondamentalement à ce processus. Parce que la décision de convoquer la conférence à La Havane, c'était implicitement, explicitement de créer une troisième voie qui ne soit pas inféodée directement aux différentes hautes puissances communistes de l'époque, entre guillemets, la Chine et la Russie. Donc cette conférence ne va pas avoir de suivi, mis à part l'OLAS, mais nous devons être tout à fait conscients de son importance dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Et vous avez parlé du Tché, de Nkrumah, de Ben Bella, de Ben Barka, mais il faut dire aussi qu'il y avait Fidel Castro. Et Fidel Castro, c'est lui le conducteur du peuple cubain, c'est pas le Tché. Il est arrivé à organiser cette conférence avec l'appui de tous les autres, mais lui, il va donner une continuité. Au moment où se passe la conférence tricontinentale, le Tché n'est pas à Cuba, il est en Bolivie. Ben Barka est déjà mort, Ben Bella éliminé politiquement. Mais le Tché en Bolivie revenait de l'expédition du Congo qui avait duré 7 mois, avec à peu près 200 Cubains, dont un seul étranger qui était Adrien Sansaric. Mais il y avait une autre colonne qu'on a très peu mentionnée. C'est la colonne du Congo-Brazza, dirigée par un homme exceptionnel. Moi, j'ai eu un grand respect pour lui, même si ce n'est pas un homme très connu. C'est Jorge Risquet Valdés. Je sais de quoi je parle parce qu'il fut le plus jeune ministre du Travail de la Révolution cubaine. Et c'est lui qui a eu en charge les lois sur les travailleurs haïtiens à Cuba. Les travailleurs de la canne, les travailleurs du café, qui était en fait la couche la plus exploitée à Cuba. Et les lois proposées par Risquet Valdés vont être adoptées très rapidement par les révolutions cubaines et qui donnent la nationalité, comment on appelle,
l'assurance et une maison aux Haïtiens, aux vieux Haïtiens qui ont travaillé pendant des années dans la canne et qui ont enrichi Cuba avec leur sueur et leur sang. C'est ce même Risquet Valdés qui se trouve à la tête de la deuxième colonne, contrairement à la première colonne de Che qui abandonne le Congo vu les conditions de l'époque politique. Les Cubains n'étaient pas venus se battre à la place des Africains. La plupart de la direction africaine était au Caire, à Dar es Salaam. Il ne restait que Kabila et Mbuti qui s'est noyé. Et il ne restait que Kabila qui avait 20 ans à l'époque pour mener la bataille. Et les Cubains, à un moment donné, se sentaient à l'étroit parce qu'ils n'étaient pas là pour remplacer les Africains dans leur propre lutte d'indépendance. Donc, Fidel a demandé à Che de laisser le Congo. Mais Risquet Valdés est resté. Il va rester pendant 26 ans. 26 ans, la deuxième colonne va aider tous les mouvements de libération, je ne dirais pas tout, presque tous les mouvements de libération de l'Afrique à se renforcer, à protéger le Congo, à protéger d'autres pays qui étaient arrivés à l'indépendance, mais dans un cadre presque factice, mais aussi va organiser l'appui aux guérillas des pays, des colonies portugaises. Et c'est Risquet Valdés qui va être à la conférence du Caire, qui va permettre, après la bataille de Pito Canaveral, qui va mettre l'Afrique du Sud dans une situation très difficile. C'est une bataille pratiquement où 50 000 soldats cubains sont engagés dans cette bataille contre l'armée sud-africaine. Ils rentrent en Namibie et c'est à partir de ce moment que vous avez un arrêt, parce que ça devient extrêmement compliqué pour l'Afrique du Sud. Ce ne sont plus par personne interposée que l'Afrique du Sud fait la guerre, ce sont ces soldats qui tombent. Ce sont les Blancs de l'Afrique du Sud qui tombent, ce ne sont plus les Angolais de la UNITA, les Bushmen. Et à partir de ce moment, c'est une guerre classique, avec aviation. C'est facile de voir dans les documents d'époque. C'est ce qui va provoquer la conférence du Caire, où, effectivement, la question de l'arrêt de l'apartheid, la libération des prisonniers politiques, donc Sisulu, et entre autres Sisulu, qui était du Parti communiste sud-africain et membre de l'ANC, et Mandela vont être libérés. Et la Namibie va accéder à son indépendance. Et les Cubains vont laisser l'Afrique. Et comme dit Risquet Valdés, ils vont laisser non pas avec de l'or, avec des biens, des actions dans les compagnies minières, mais ils laissent avec 10 000 cadavres. Et ça, on ne peut pas passer ça sous silence. Je crois que c'est le résultat de la conférence tricontinentale qui donne une vision plus claire des enjeux de l'Afrique, des personnalités sud-américaines et de la Caraïbe. Sinon, l'Afrique, c'est quelque chose de mythique, mais on ne voyait pas exactement les relations de force qui existaient, le contour des problèmes politiques de l'Afrique. Pierre, tu peux me rappeler la date de l'opération Carlota? 91. Quelle date? Excusez-moi, ce n'est pas mon secrétaire. Hein? Assistant parlementaire. Non, il est important de rappeler ça. Que la première grande opération cubaine, 27 mai 91, qui est faite, qui s'appelle l'opération Carlota, qui est le nom d'une esclave, la première esclave révoltée de Cuba, esclave africaine révoltée. Fidel donne le nom de l'expédition à cette esclave, de cette esclave. Je rentre pas dans les détails militaires, ça n'a aucune importance pour l'Assemblée. En tout cas, je ne suis pas spécialiste des questions militaires. Autre chose, pour terminer, pour avancer peut-être, ce qui va suivre la tricontinentale va être terrible
pour beaucoup de peuples de l'Amérique latine. Si l'Afrique arrive à l'indépendance dans la plupart des pays, l'Amérique latine va connaître une période extrêmement difficile de guérilla, pour ne citer que le Pérou, mais aussi le Guatemala, le Salvador, qui est un petit peuple. L'ensemble des pays du bassin Caraïbe, du grand bassin Caraïbe, Venezuela avec Douglas Brago, Colombie, Guatemala, Panama, Salvador, Nicaragua, Mexique, Saint-Domingue, Haïti, l'ensemble de ces pays vont connaître des processus de résistance armée qui vont être des faits dans la plupart des cas, mais des faits qui vont faucher les meilleurs fils de ces pays. Je pense en particulier à Tosolima, le Pérou, mais un poète exceptionnel comme Roque Dalton. Vous avez Yon Sosa, énormément de jeunes, et Michel Fick, dont vous parlez, qui est mort, je crois, en Guatemala, s'est suicidé avant d'être attrapé par l'armée. Vous avez un hécatombe qui culmine en 1970 au Mexique, avec l'intervention des blindés de l'armée mexicaine dans l'Université autonome du Mexique au moment des Jeux olympiques. C'est avec plusieurs milliers de morts. Et vous avez une situation où l'Amérique latine va rentrer dans un processus de recul que uniquement l'intermède d'Allende, qui va être défait rapidement, et qui se termine par la mort d'Allende, qui est un élément essentiel, qui a présidé la tricontinentale. Il faudrait attendre la venue de Chavez pour redonner une nouvelle dynamique aux luttes sociales et politiques dans la Grande Caraïbe, mais aussi dans l'Amérique latine. Chavez va rapidement insuffler une force nouvelle, contrairement à ce que j'entends dans les télévisions européennes, où la gauche européenne le traite de vaurien, de crapule. C'est du jamais vu. Nous, on a un proverbe créole qui dit voleur et les volets. Donc les voleurs traitent les plus petits voleurs de voleurs. Chavez, avec les moyens du bord, et surtout avec l'argent du pétrole, va essayer de réorganiser l'Amérique latine et la Caraïbe en s'appuyant sur Cuba et en s'appuyant sur le rêve de Bolivar, qui est le rêve de la grande patrie, qui a surtout, Bolivar, toujours insisté sur le fait que la division va amener le continent entre les mains des États-Unis. Contrairement aux États-Unis, où les 13 colonies vont rester ensemble, l'ensemble des processus révolutionnaires et indépendantistes de l'Amérique latine va se scinder en 1000 morceaux à chaque occasion. Guerre civile répétée, à commencer par Haïti, qui est le laboratoire principal de ce genre d'événements. Donc Chavez propulse à nouveau, mais Chavez n'est pas arrivé à faire ce qui s'est passé à l'Anticontinental. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des dirigeants vénézuéliens, mais ils ne comprenaient pas ou ils ne voulaient pas comprendre que le Venezuela ne va pas s'en sortir sans la création, sans recommencer avec la tricontinentale et sans créer une nouvelle internationale dans les conditions actuelles, de rassembler les forces, parce qu'on ne peut pas résister sans l'appui des autres peuples. C'est ce qui explique aujourd'hui que Cuba soit vivante. Ce n'est pas seulement la capacité des Cubains à résister avec une base militaire dans leur sein et à 80 000 des États-Unis, mais c'est parce que aussi, dans l'ensemble des pays du monde, Cuba a bénéficié de la solidarité de presque l'ensemble. En ce qui a trait à l'Afrique, toute l'Afrique, quelles que soient les nuances politiques de leur régime, ont toujours voté aux côtés de Cuba, à l'ONU, en particulier en ce qui a trait au blocus imposé par les États-Unis. Chavez arrive
tout de même, avec la présence de Lula, de Kirchner et autres, à mettre en place une série d'institutions, certes fragiles, mais qui ont eu le bonheur d'exister. Puis le Petro-Caraïbes, mais aussi la CELAC. La CELAC, qui est la communauté des pays d'Amérique latine et de la Caraïbe. C'était la première fois dans l'histoire que l'ensemble des pays d'Amérique latine et de la Caraïbe se retrouvaient unis pour fonder cette institution où il manquait deux puissances, deux pays, les États-Unis ou le Canada, et le Canada. Ce qui était inadmissible pour eux. Lauréat avait plongé avec âme et bagage. La politique que va prendre Obama par rapport à l'Amérique latine, géométrie variable, vis-à-vis de Cuba et du Brésil et de l'Argentine, pour jouer. Obama le fait à partir de cette constatation que Cuba, qui a été chassé en 1961 à la conférence de Punta del Este de l'Uruguay, de l'OEA, avec un seul pays qui était en désaccord, le Mexique, Cuba se retrouve, ou plutôt Raúl Castro se retrouve comme premier président de la CELAC après plus de 50 années de lutte terrible contre l'Amérique latine, mais aussi 50 années de blocus et de loi impériale contre Cuba. Et Obama va être obligé de s'adapter à partir de ce constat. Mais pas qu'il change fondamentalement. Les États-Unis ne changent pas fondamentalement de comportement par rapport à Cuba, mais ils ont été obligés de s'adapter à une situation qu'ils ne contrôlent plus. Parce que vous avez commencé à avoir des investissements du Brésil, investissements de la Chine, de la Russie, de l'Europe, et ils vont, à 80 000 de leur côte, ils se trouvent dans une situation où ils ont aujourd'hui aucun contrôle, ni militaire, ni politique, ni économique. Voilà un peu la situation, pour moi, qui découle directement ou indirectement de la tricontinentale. Bien entendu, la plupart des problèmes restent posés. Toutes les questions fondamentales n'ont pas encore de réponse. Elles n'ont pas de réponse dans la Caraïbe, elles n'ont pas en Amérique latine, mais elles n'ont pas en Europe aussi. Nous sommes devant une situation où l'humanité est en péril. Tout peut arriver. Il suffit de regarder un coup d'œil sur ce qui se passe en Autriche, en France, avec 30% au Front National, les États-Unis avec, je ne vais pas dire des choses contre les Mongoliens, mais c'est une variété américaine, mais très agressive. Nous sommes devant cette situation-là qu'il ne faut pas jouer avec. Et c'est pourquoi, moi, je comprends l'importance de la tricontinentale, non seulement au niveau académique, mais il faut le faire passer dans les nouvelles générations sur les formes adéquates. Moi, je suis partant pour le faire en Haïti. Et je dois souligner qu'aujourd'hui, c'est le 18 mai. Pour nous, c'est un grand moment. Haïti, les Haïtiens qui ont un peuple très symbolique, ils se focalisent davantage sur le drapeau qui a été créé ce jour-là, mais ils oublient le fond de la question, que c'est dans ce congrès du 18 mai 1803 que l'armée indigène, le nom qu'on donnait à l'armée d'indépendance, l'armée indigène se construit avec une hiérarchie militaire, avec un commandement unifié, qui va permettre dans 3 mois de faire la défaite des troupes françaises, des troupes napoléoniennes, à Jérémie le 3 août 1803, et la bataille finale le 18 novembre 1803. Je dis ça parce que ça me touche profondément, mais je le dis aussi parce que sans unité, sans l'unité des forces sociales, sans l'unité de ceux qui pensent, l'unité ne veut pas dire unicité, ni qu'on soit d'accord sur tout, mais un processus
pour avancer ensemble vers la protection de nos peuples, mais aussi de l'humanité. Et demain, 19 mai, c'est le jour de la mort de José Martí, tombé à Dos Rios, devant l'armée espagnole. Et c'est aussi pour nous un dirigeant de la guérilla haïtienne contre l'occupation américaine, Benoît Bataille, tombe le même jour, le 19 mai. Je termine parce qu'il faut. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique continentale, je suis simplement venu pour apporter mon appui au séminaire, pour apporter, pour dire notre volonté de continuer avec votre travail, que dès mon retour dans ma région, nous allons impulser ce travail de mémoire et les questionnements qui vont avec. Respect pour vous, madame, respect et honneur au comité qui a convoqué ce séminaire. Merci.